La baronne Éléonore pensait avoir tout gagné en regardant son mari rendre son dernier souffle dans les draps de lin de la grande demeure. Elle a brûlé l'acte d'affranchissement de Bastien devant ses yeux, ricanant de sa nouvelle puissance, alors que les cendres volaient encore dans la chambre étouffante. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le sac de graines rouges que le baron a laissé à son esclave n'était pas l'ultime délire d'un vieillard gâteux. C'était l'arme qui allait raser son empire, graine après graine, sans qu'elle puisse voir le coup venir. L'erreur fatale de cette femme a été de croire que l'intelligence s'arrêtait à la couleur de la peau ou au rang social. L'air est lourd ce matin-là à la plantation Valmont. Une chaleur poisseuse écrase les champs de canne à sucre et l'odeur du sucre qui fermente se mélange à celle de la terre humide. Dans cette partie des Antilles, le soleil ne pardonne rien, et la baronne encore moins. Depuis des mois, le baron de Valmont dépérissait, rongé par un mal que personne ne semblait pouvoir expliquer, mais que tout le monde devinait en regardant les flacons suspects sur la table de chevet de son épouse. Le domaine est devenu un enfer de silence, interrompu seulement par le claquement sec du fouet du commandeur, qui s'assure que le rendement ne baisse pas, malgré le deuil imminent. Bastien n'est pas un esclave comme les autres. À 40 ans, ses mains portent les marques du travail à la raffinerie, mais ses yeux portent la clarté de celui qui sait lire entre les lignes. Il était l'ombre du baron, son comptable officieux, l'homme qui pesait la récolte et qui gérait les chiffres, quand le maître n'avait plus la force de tenir une plume. Regardez bien ce qui se passe ici. Certains appellent ça de l'ordre ou de la tradition, mais c'est de la cruauté pure, avec un nom et un titre de noblesse. Le baron, sur son lit de mort, savait que sa femme était une prédatrice. Il savait qu'elle avait déjà commencé à vendre des parcelles de terre en secret pour éponger ses dettes de jeu à Paris. Le moment où tout a basculé s'est produit dans la pénombre de la chambre seigneuriale. Le baron, dans un dernier râle, a fait signe à Bastien de s'approcher. Sous le regard méprisant d'Éléonore, il a sorti de sous son oreiller un petit sac de cuir usé, noué par une ficelle de chanvre. À l'intérieur, rien que des graines d'abru, ces petites perles d'un rouge éclatant marquées d'un point noir, qu'on appelle ici graines réglisse. Elles sont magnifiques, mais elles portent la mort en elles. Si vous les croquez, votre cœur s'arrête. La baronne a éclaté d'un rire strident, un son qui a résonné contre les murs de bois précieux. Elle a vu dans ce geste la preuve que son mari était devenu fou avant de partir. « Voilà tout ce que tu vaux, Bastien », a-t-elle craché en arrachant le sac des mains tremblantes du mourant pour le jeter au visage de l'esclave. Des graines pour un oiseau de malheur. Et maintenant, regarde bien. C'est là qu'elle a sorti le document officiel, celui qui portait le sceau royal et qui promettait la liberté à Bastien et à sa famille après 20 ans de loyaux services. Elle l'a approché de la flamme de la bougie. Le papier a jauni, s'est recroquevillé, puis a disparu dans une lueur orangée. Bastien n'a pas bougé, il n'a pas crié. Il a simplement ramassé le sac de graines sur le plancher, sentant le poids étrange de ces petits objets contre sa paume. Le baron est mort quelques minutes plus tard. Pas de larmes, juste le bruit de la baronne qui fermait déjà les verrous des coffres-forts. Elle était convaincue que le vieil homme avait caché une fortune quelque part, des louis d'or ou des bijoux de famille, pour les soustraire à sa cupidité. Elle a fait fouiller la chambre, a fait sonder les murs, a même fait déterrer des dalles dans la cave. Rien. Elle ne trouvait que des dettes et des registres de comptes falsifiés. Sa rage s'est alors tournée vers Bastien. Si le trésor n'était pas dans la maison, c'est que l'esclave savait où il était. Le lendemain de l'enterrement, elle a ordonné que toute la plantation soit rassemblée sur la place centrale, devant les cases. Le soleil de midi tapait comme un marteau sur une enclume. Bastien a été traîné au centre du cercle par le commandeur, un homme brutal dont le seul plaisir était de voir les autres souffrir. La baronne se tenait sur la véranda de la grande maison, protégée par son ombrelle de dentelle, ses yeux clairs fixés sur l'homme qui tenait toujours le sac de graines serré contre sa poitrine. Bastien prétend que mon mari lui a fait un cadeau de grande valeur, a-t-elle lancé d'une voix qui portait jusqu'au dernier rang de la foule silencieuse. Il prétend que ces graines sont un trésor, mais nous savons tous ici que ces graines sont empoisonnées. Alors, pour prouver qu'il ne s'agit pas d'un complot pour m'assassiner ou pour tromper la justice, Bastien va nous montrer la valeur de son héritage. Il va en manger une, maintenant. Un frisson a parcouru l'assemblée. Tout le monde connaissait la toxicité de la bruce. Un seul de ces petits grains, s'il est mâché, libère une toxine plus puissante que le venin de serpent. C'était une condamnation à mort déguisée en jeu cruel. Le commandeur a saisi le sac, l'a ouvert,
et a forcé Bastien à plonger la main dedans. Bastien a regardé les graines. Elles étaient d'un rouge uniforme, dense, lisse. Il a senti leur poids. Ce n'était pas le poids de la nature. C'était quelque chose de mathématique, de précis. Il a porté une graine à sa bouche sous les yeux avides de la baronne. Elle attendait de le voir s'écrouler, les poumons bloqués, le visage bleui par l'asphyxie. Mais Bastien, avec l'adresse d'un homme qui a survécu à des décennies de travaux forcés, l'a simplement glissé sous sa langue, sans la croquer. Il savait que l'enveloppe de la graine était dure comme de la pierre. Tant qu'elle n'était pas brisée, le poison restait enfermé. Il l'a avalée tout entière, sentant la petite bille froide descendre dans sa gorge. « Je suis toujours debout, madame », a-t-il dit d'une voix calme, presque trop calme. La baronne a serré le manche de son ombrelle jusqu'à s'en blanchir les articulations. Elle ne comprenait pas. Elle pensait qu'il allait supplier, qu'il allait avouer où était l'or pour sauver sa peau. Au lieu de cela, il l'avait défié devant tout le monde. Furieuse, elle a ordonné au commandeur de le jeter au cachot, dans la petite cellule de pierre située sous la sucrerie, là où l'humidité vous ronge les os en une nuit. « Tu resteras là jusqu'à ce que tu décides de parler », a-t-elle hurlé. « Je sais que le baron t'a dit où il a caché les titres de propriété et l'argent liquide. Tu finiras par craquer, Bastien. Tout le monde finit par craquer. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Bastien possédait déjà la clé. Dans le silence noir de sa cellule, il a ressorti le sac qu'il avait réussi à dissimuler dans les pans de sa chemise avant qu'on ne l'enchaîne. Il a commencé à compter les graines une par une, dans le noir total, simplement au toucher. 10, 20, 50, 100. Le sac contenait exactement 200 graines. Pas une de plus, pas une de moins. Le baron lui avait répété souvent « Bastien, la vérité ne se trouve jamais dans ce que les gens disent, mais dans ce que les balances révèlent. » À l'époque, il pensait que le maître parlait de la pesée du sucre. Maintenant, il comprenait. Ces graines n'étaient pas de la nourriture, et elles n'étaient pas un poison pour lui. Elles étaient un instrument de mesure. Pendant ce temps, dans la grande maison, la baronne Éléonore perdait patience. Le notaire royal, maître Morel, devait arriver dans 3 jours pour la lecture officielle du testament et la régularisation de la succession. Elle avait besoin de trouver les documents originaux. Elle avait brûlé l'acte d'affranchissement, certes, mais elle n'avait pas trouvé l'acte de propriété de la plantation. Et sans cet acte, elle ne pouvait pas vendre le domaine à la compagnie commerciale qui lui proposait une fortune pour transformer la terre en port de commerce. Elle fouillait frénétiquement le bureau du baron, un meuble massif en bois de rose, sculpté avec des motifs complexes de fleurs et d'animaux. Elle ouvrait tous les tiroirs, brisait les serrures, mais le meuble restait muet. Elle ignorait que ce bureau était une merveille d'ingénierie, commandé par le baron à un artisan de Paris des années auparavant. Un meuble doté d'un mécanisme à contrepoids, conçu pour protéger ce qu'il y avait de plus précieux. Un mécanisme qui ne répondait pas à une clé en fer, mais à une masse exacte. Dans son cachot, Bastien ne dormait pas. Il se remémorait les heures passées dans ce bureau, à observer le baron manipuler de petites balances d'orfèvre. Il se souvenait de la manière dont le vieil homme caressait le bois du secrétaire, toujours au même endroit, près d'une petite fente dissimulée dans les sculptures de l'acanthe. Il comprenait enfin pourquoi le baron avait insisté pour qu'il apprenne à calculer les masses avec une telle précision. Ce sac de graines n'était pas un cadeau d'adieu, c'était un testament chiffré. Chaque graine d'Abruce a une propriété fascinante. Elles ont toutes quasiment le même poids, à une fraction de milligramme près. Dans l'Antiquité, on les utilisait pour peser l'or. Le baron avait sélectionné ces 200 graines parce qu'elles représentaient la masse exacte nécessaire pour activer le déclencheur hydraulique caché dans le meuble. La baronne pouvait frapper le bois avec un marteau, elle ne trouverait rien. Seul le poids de la vérité pourrait ouvrir le secret. Mais Bastien était enchaîné au mur, et le commandeur venait de recevoir l'ordre de le faire chanter dès le lendemain matin. La baronne n'avait plus le temps pour les jeux psychologiques. Elle voulait ses réponses par le sang. Elle ne se doutait pas que dans l'ombre des cases, une jeune servante nommée Céleste avait tout vu. Elle avait vu la baronne verser la poudre grise dans le bouillon du baron. Elle avait vu le regard désespéré du mourant vers Bastien. Et elle savait que si Bastien mourait dans ce cachot, l'espoir de liberté pour tous les esclaves de Valmont s'éteindrait avec lui. Le plan de la baronne était simple. Briser Bastien, récupérer les papiers, vendre la plantation et partir pour la France avant que les rumeurs d'empoisonnement ne deviennent une enquête officielle.
Elle se croyait intouchable derrière son nom et ses murs de pierre. Elle voyait les esclaves comme des outils, des objets sans mémoire et sans intelligence. C'était là sa plus grande faiblesse. Elle avait oublié que ceux qu'on piétine sont aussi ceux qui observent le mieux le sol et qui savent exactement où la terre est meuble. La tension montait à mesure que les heures passaient. Le commandeur préparait ses instruments dans la cour, le fer rougeoyant déjà dans le brasero. La baronne, elle, sirotait un vin cher dans son salon, ignorant que le mécanisme de la justice était déjà en marche et qu'il pesait exactement le poids d'un sac de graines rouges. Bastien, dans le noir, serra le cuir contre son cœur. Il savait qu'il n'aurait qu'une seule chance, une seule nuit pour s'échapper, une seule chance pour atteindre le bureau avant que le notaire ne scelle son destin. Le destin de la plantation Valmont ne tenait plus à la force des bras ou à la puissance des fusils, mais à une simple question de poids et d'équilibre. La cupidité d'Éléonore l'avait rendue aveugle à l'évidence. Le baron ne lui avait rien laissé, car il savait qu'elle prendrait tout par la force. Il avait confié l'avenir à celui qui savait ce que signifiait vraiment porter un fardeau. Et ce fardeau, Bastien était prêt à le déposer là où il ferait le plus de dégâts. Le bruit des bottes ferrées du commandeur sur les dalles de pierre du cachot annonçait que le temps des questions polies était terminé. Dans cette cellule étroite qui sentait le salpêtre et l'urine ancienne, Bastien était enchaîné au mur, les poignets brûlés par le fer rouillé. Il savait ce qui l'attendait. La baronne Éléonore n'était pas femme à attendre que la vérité vienne à elle. Elle préférait l'arracher avec des pinces et du feu. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la douleur physique n'est rien pour un homme qui a déjà tout perdu, sauf sa dignité et un secret qui pèse le poids de la liberté. Regardez bien ce qui se joue ici. Certains appellent ça la loi du plus fort, mais c'est de la barbarie pure avec un nom de famille noble et des gants de soie. La baronne, en haut dans son salon, commençait à sentir le sol se dérober sous ses pieds. Les créanciers de la ville avaient envoyé des courriers de plus en plus menaçants. Si elle ne présentait pas l'acte de propriété original au notaire Morel dans moins de 48 heures, la plantation Valmont serait saisie et vendue aux enchères pour payer ses dettes de jeu et ses trains de vie luxueux à la capitale. Elle était aux abois, et une bête aux abois est toujours la plus dangereuse. Pendant que Bastien subissait les premières pressions dans le noir du cachot, le commandeur a reçu l'ordre de fouiller la case de l'esclave de fond en comble. Il est entré dans la petite cabane de bois et de chaume avec 2 hommes de main. Ils ont tout renversé. Les nattes de paille ont été déchirées, les rares pots en terre cuite brisés contre les murs. Ils cherchaient de l'or, des bijoux, n'importe quoi qui ressemble à un trésor. Le commandeur a même fait creuser le sol de terre battue, soulevant la poussière dans l'air étouffant de l'après-midi. Mais sous le foyer éteint, là où Bastien avait enterré le sac de graines avant d'être capturé, il n'y avait rien. Bastien avait été plus malin. Sentant le vent tourner juste après la mort du baron, il avait déplacé le sac. Il l'avait glissé dans une anfractuosité du mur de la sucrerie, derrière une brique descellée que lui seul connaissait. Le commandeur est ressorti de la case les mains vides, la rage au ventre. Il est retourné au cachot, a saisi Bastien par la gorge et l'a plaqué contre la pierre froide. L'odeur de sueur et de tabac du commandeur remplissait l'espace. « Où est l'or, Bastien ? Le baron t'a donné le sac. On a vu le cuir. Dis-moi où il est, et je te promets que tu sortiras d'ici vivant. » Bastien a levé les yeux, son regard rencontrant celui de son bourreau sans ciller. Ses lèvres étaient sèches, fendues par la soif. « Il n'y a pas d'or, monsieur. Il n'y a que des graines rouges pour un homme de terre. » Le coup est tombé, sec, violent. Le bruit de la main du commandeur contre la mâchoire de Bastien a résonné comme un coup de fusil dans la cellule. Mais Bastien n'a pas lâché un cri. Il savait que chaque minute gagnée était une minute de plus vers l'arrivée du notaire. C'est à ce moment-là que Céleste, la jeune servante, a pris le risque de sa vie. Elle s'est approchée de la grille du cachot sous prétexte d'apporter une écuelle d'eau croupie. Elle a profité d'un moment où le commandeur était remonté chercher des consignes auprès de la baronne pour chuchoter à travers les barreaux. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Bastien, elle devient folle. Elle a pris une hache pour essayer de forcer le bureau du maître. Elle a frappé le bois de rose, elle a cassé les sculptures, mais le meuble ne bouge pas. C'est comme s'il était fait de fer. Elle hurle que tu l'as ensorcelée. » Bastien a bu une gorgée d'eau, sentant le liquide frais calmer la brûlure dans sa gorge. « Le meuble ne s'ouvrira pas par la force, Céleste. Le baron a fait installer un mécanisme que seule la précision peut débloquer. Écoute-moi bien.
Tu dois aller à la sucrerie. Derrière la troisième cuve, il y a une brique marquée d'une croix. Prends ce qu'il y a derrière et cache-le sous ton tablier. Si elle trouve ce sac, on est tous perdus. » Céleste a écarquillé les yeux. Elle savait que si elle était prise avec ce sac, son sort serait pire que celui de Bastien. Mais elle se souvenait aussi du baron agonisant et de la poudre grise que la baronne versait dans son bouillon chaque soir. Elle savait que la justice ne viendrait pas des tribunaux, mais d'eux-mêmes. Elle a acquiescé et s'est éclipsée dans l'ombre des bâtiments. Si vous ne supportez pas ce genre de mensonges bien habillés et que vous voulez voir la vérité éclater, abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires, ce sac de graines était-il un dernier espoir ou une sentence de mort pour celui qui le portait? Pendant que Céleste courait vers la sucrerie, la baronne Éléonore s'acharnait effectivement sur le secrétaire du baron. Le salon était un champ de bataille. Des vases précieux gisaient brisés sur le tapis d'Aubusson. Elle avait même griffé le bois précieux avec ses propres ongles, de rage. Elle savait qu'il y avait un double fond. Elle savait que son mari y cachait les preuves de ses malversations, et surtout l'acte de vente qu'elle convoitait pour se sauver de la ruine. Mais le mécanisme restait bloqué. Le bureau semblait se moquer d'elle, solide et immobile comme le baron l'avait été face à ses demandes d'argent. Soudain, le ciel s'est assombri. Une tempête tropicale, de celles qui déchirent le ciel et inondent les routes en quelques minutes, s'est abattue sur la plantation. Le tonnerre a grondé, faisant trembler les vitres de la demeure. La pluie a commencé à tambouriner sur le toit de tôle avec une violence inouïe. Pour la baronne, ce n'était qu'un contretemps. Pour Bastien, c'était une opportunité. Dans son cachot, l'eau a commencé à s'infiltrer par le soupirail, coulant le long des murs. Bastien a remarqué que la terre au pied du mur s'amollissait. Il a utilisé ses chaînes comme un levier, tirant sur le piton de fer scellé dans la maçonnerie humide. Chaque coup de tonnerre couvrait le bruit du métal contre la pierre. Il tirait avec la force du désespoir, ses muscles hurlant sous l'effort. Le piton a bougé d'1 millimètre, puis d'un autre. À l'autre bout du domaine, Céleste avait trouvé le sac. Elle sentait les petites graines bouger à l'intérieur du cuir, comme si elles étaient vivantes. Elle l'a pressé contre son ventre, caché sous son tablier, et a commencé à remonter vers la grande maison sous la pluie battante. Elle devait éviter le commandeur qui patrouillait avec une lanterne. La boue lui arrivait aux chevilles, rendant chaque pas lourd et incertain. C'est là qu'elle a entendu un cri venant du cachot. Le commandeur venait de redescendre et il avait vu Bastien debout, le piton de fer arraché à moitié du mur. La confrontation était inévitable. Le commandeur a dégainé son sabre, la lame brillant d'un éclat sinistre sous la faible lueur de sa lanterne. « Tu crois aller où, esclave » a-t-il grogné en s'avançant. Bastien n'avait aucune arme, si ce n'est ses chaînes et sa connaissance du terrain. Il a attendu que le commandeur soit à portée. Au moment où le sabre s'est levé, Bastien a jeté le piton de fer et la chaîne de toutes ses forces vers les jambes du bourreau. L'homme a trébuché, tombant lourdement dans l'eau qui recouvrait maintenant le sol de la cellule. Bastien ne s'est pas arrêté. Il a sauté sur lui, utilisant le poids de son propre corps pour immobiliser le géant. Dans la lutte, la lanterne s'est renversée et s'est éteinte. Dans le noir total, seul le bruit de la lutte et de la pluie était audible. Bastien a réussi à saisir une pierre détachée du mur et a frappé. Un coup sec. Le commandeur s'est immobilisé. Bastien a fouillé les poches de l'homme, ses mains tremblantes trouvant enfin le trousseau de clés. Il a ouvert ses carcans, sentant ses poignets se libérer pour la première fois depuis des jours. Il était libre, mais il n'était pas encore sauvé. Il est sorti du cachot, se fondant dans la tempête. Il devait trouver Céleste. Il devait récupérer les graines. Sans elle, son évasion ne servirait à rien. Il ne serait qu'un fugitif traqué dans les bois. Avec elle, il pouvait devenir le maître de la vérité. Il a retrouvé la servante près des cuisines, trempée jusqu'aux os, grelottant de peur. Elle lui a tendu le sac sans dire un mot. Bastien a vérifié le contenu au toucher. Les 200 graines étaient là. Il a regardé la grande maison, les lumières des bougies brillant derrière les fenêtres du premier étage. La baronne était là-haut, probablement en train d'essayer de brûler ce qu'elle ne pouvait pas posséder. « Reste ici, Céleste », a-t-il ordonné. « Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Si je ne redescends pas dans 10 minutes, fuis vers la ville et cherche Maître Morel. Dis-lui que le secret est dans le bois de rose. » Bastien a commencé l'ascension de l'escalier de service, celui que les esclaves utilisaient pour ne pas être vus. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le bois mouillé. Il est arrivé sur le palier du bureau.
La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la baronne Éléonore tenait une lampe à huile d'une main et un tisonnier de l'autre. Elle était devant le bureau défiguré, ses cheveux défaits lui donnant l'air d'une harpie. « Où est-il » murmurait-elle pour elle-même. « Où est ce fichu tiroir ?» Bastien est entré dans la pièce. Le contraste était saisissant. L'esclave couvert de boue et de sang, et la noble dame entourée de soie et de velours. Elle s'est retournée, surprise, la peur se lisant enfin sur son visage. Elle a levé le tisonnier, prête à frapper. « Comment as-tu osé » a-t-elle crié. « Je vais te faire pendre pour ça !»« La pendaison attendra, madame », a répondu Bastien en sortant le sac de graines. « Vous cherchez ce qui est caché dans ce meuble. Vous avez essayé la hache, vous avez essayé le feu, mais vous n'avez pas essayé la justice. Le baron savait que vous ne pourriez jamais ouvrir ce tiroir, car pour cela il faut savoir exactement ce que pèse la vérité. » Il s'est approché du bureau sous le regard interdit de la baronne. Il a localisé la petite fente dissimulée dans les sculptures d'acanthe. Il a commencé à verser les graines, une par une. Le cliquetis du bois contre les petites perles rouges était le seul son dans la pièce, dominant même le fracas du tonnerre au dehors. 1, 2, 3. À chaque graine, la baronne semblait se rapetisser. Elle ne comprenait pas la science derrière le geste, mais elle voyait la détermination dans les yeux de Bastien. Elle voyait que cet homme, qu'elle considérait comme rien, possédait la clé de sa survie ou de sa chute. « Arrête !» a-t-elle ordonné, mais sa voix n'était plus qu'un souffle. Elle a tenté de s'emparer du sac, mais Bastien l'a écarté d'un geste ferme. « Regardez bien, madame, c'est le poids de votre cupidité qui va vous trahir. » Alors qu'il atteignait la 100e graine, un bruit sourd s'est fait entendre à l'intérieur du meuble. Un grincement de rouages anciens, lubrifié par l'huile de la patience. Le bureau semblait s'animer. Mais il en fallait plus. Le contrepoids n'était pas encore atteint. Le mécanisme hydraulique, conçu par un génie de la mécanique, exigeait la perfection. Si Bastien se trompait d'une seule graine, le système se bloquerait à jamais, détruisant le contenu du tiroir par un dispositif incendiaire caché. C'est à cet instant précis que la porte principale de la demeure a volé en éclats. Ce n'était pas le vent. C'était Maître Morel, le notaire, accompagné de 2 gendarmes royaux. Il était arrivé plus tôt que prévu, alerté par les rumeurs qui couraient déjà dans toute la région sur le comportement erratique de la baronne et la mort suspecte du baron. La scène qui s'est offerte à lui était incroyable. L'esclave fugitif manipulant le bureau sacré, et la baronne hébétée, tenant un instrument de torture. « Que signifie cela » a tonné le notaire. Bastien n'a pas quitté le meuble des yeux. Il a continué de verser les graines. 180, 190. Le silence était devenu total dans la pièce. Même les gendarmes restaient pétrifiés, fascinés par le spectacle. Abonnez-vous. Ici, on déterre ce que certains ont tenté d'enfouir à jamais. Et dites-moi, pensez-vous que quelqu'un d'autre dans cette maison savait tout? Ou est-ce que tout le monde a simplement choisi de fermer les yeux? 199. Bastien a marqué une pause. Il tenait la dernière graine entre son pouce et son index. Il a regardé la baronne qui tremblait de tous ses membres. Puis, il a lâché la 200e graine dans l'ouverture. Un clic métallique, net et définitif, a résonné dans le silence de la bibliothèque. Le déclic du mécanisme n'était pas seulement un bruit de métal contre du bois précieux, c'était le son d'une guillotine invisible qui venait de trancher l'avenir de la baronne Éléonore. Dans le silence soudain de la bibliothèque, alors que la pluie battait les vitres avec une rage renouvelée, le panneau de bois de rose a glissé lentement, révélant un compartiment dont personne, même pas la femme du baron, ne soupçonnait l'existence. Mais ce que personne n'avait prévu dans cette pièce, c'est que le tiroir ne contenait pas l'éclat jaune de l'or ou le scintillement des diamants. Ce qui reposait là, c'était un tas de parchemins jaunis, scellés par une cire noire que le baron n'utilisait que pour les affaires de vie ou de mort. Repart à Niceau, il y a des gens qui appellent ça de l'ordre ou de la tradition, mais c'est de la cruauté pure dissimulée sous des titres de noblesse et des draps de soie. La baronne a bondi en avant, ses doigts griffant l'air pour s'emparer des documents. Son visage était une déformation de panique et de cupidité. Elle savait que si ces papiers tombaient entre les mains de Maître Morel, son règne de terreur et de mensonges prendrait fin avant même que l'orage ne se calme. Mais un gendarme, plus rapide qu'elle, a posé sa main gantée sur son épaule, la repoussant fermement. « Attendez, madame », a ordonné le notaire Morel d'une voix qui ne souffrait aucune contestation.
La procédure exige que je sois le premier à prendre connaissance des actes contenus dans ce meuble, surtout après ce que je viens de voir. » Bastien, lui, ne bougeait plus. Il restait là, les mains vides, le sac de graines désormais inutile posé sur le bureau. Il sentait l'odeur de l'ozone et du vieux papier saturer l'air. Ses muscles tremblaient encore de l'effort et de la lutte dans le cachot, mais son esprit était d'une clarté effrayante. Il regardait la baronne et, pour la première fois, il ne voyait pas une maîtresse toute puissante, mais une femme aux abois, dévorée par ses propres démons. Le notaire a ajusté ses lunettes sur le bout de son nez et a saisi le premier document. C'était une lettre manuscrite, datée de 20 ans auparavant. À mesure qu'il lisait les premières lignes, son visage, d'ordinaire si rigide et professionnel, s'est décomposé. Il a jeté un regard rapide vers Bastien puis vers la baronne qui semblait prête à s'évanouir. « C'est impossible », a murmuré Morel. « C'est une confession. » Le problème, c'est que la vérité, quand elle sort de terre après tant d'années, a tendance à brûler tout ce qu'elle touche. Le baron de Valmont n'était pas l'homme que tout le monde croyait. La lettre expliquait en détail comment, avec la complicité d'un avocat véreux de la capitale, il avait falsifié les actes de vente originaux pour s'emparer de la plantation de la famille de Rochefort. Il n'avait jamais été le propriétaire légitime de ces terres. Il les avait volées, utilisant la force et la corruption pour chasser les vrais héritiers. Mais le pire était encore à venir. Le document suivant n'était pas un acte de propriété, mais un inventaire. Un inventaire qui listait non pas des sacs de sucre ou des têtes de bétail, mais des hommes et des femmes qui auraient dû être libres depuis des années. Le baron avait caché l'existence d'un décret royal d'affranchissement collectif qui concernait une dizaine de familles sur le domaine, dont celle de Bastien. Il les avait maintenues en esclavage illégalement, par pure soif de profit, tout en jouant le rôle du maître paternaliste et juste. Si vous ne supportez pas ce genre de trahison bien habillée, abonnez-vous. Et dites-moi, cette preuve, le sac de graines, était-elle un dernier acte de remords du baron ou sa façon ultime de se venger d'une femme qu'il détestait? La baronne a soudainement changé de tactique. Elle a éclaté en sanglots, des larmes de crocodile qui coulaient sur ses joues poudrées. « Je ne savais rien. Mon mari me cachait tout. Bastien a dû forger ces documents. Il veut me ruiner parce que je l'ai puni pour sa paresse. »« Assez !» a crié Morel, frappant la table du poing. « Bastien ne sait ni lire ni écrire le français juridique. Ces sceaux sont authentiques et la signature de votre mari est indéniable. Et il y a autre chose ici, un acte de vente récent. » Le notaire a sorti un papier plus récent portant la signature d'Éléonore de Valmont. C'était la preuve qu'elle avait déjà vendu la plantation à une compagnie commerciale, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle n'en avait pas le droit légal. Elle avait empoché une avance colossale pour payer ses dettes privées, commettant ainsi une fraude massive contre la couronne et les créanciers. Céleste, qui était restée sur le seuil de la porte, trempée et grelottante, a alors fait un pas en avant. Elle n'avait plus peur du commandeur qui gisait inconscient dans le cachot. Elle n'avait plus peur de la baronne. Elle a pointé un doigt accusateur vers la table de chevet du baron, que personne n'avait encore osé inspecter de près. « Il y a une boîte secrète sous le velours du lit », a-t-elle dit, sa voix résonnant avec une force insoupçonnée. C'est là qu'elle garde la poudre grise, la poudre qu'elle mettait dans le bouillon du maître chaque soir depuis 6 mois. Le silence qui a suivi cette déclaration était plus lourd que la tempête. Les 2 gendarmes se sont immédiatement dirigés vers la chambre. La baronne a tenté de s'enfuir par la porte de service, mais le passage était bloqué par l'ombre massive du commandeur, qui venait de reprendre connaissance et qui, voyant les gendarmes, avait compris que son temps de protection était terminé. Il ne l'a pas aidé, il l'a simplement regardé avec le mépris de celui qui sait que le vent a tourné. Bastien ressentait un mélange de colère froide et de soulagement amer. Il pensait au baron, cet homme qu'il avait respecté malgré ses chaînes. Il réalisait maintenant que sa vie entière avait été un mensonge. Le baron ne lui avait pas donné ses graines par bonté d'âme. Il les lui avait données parce qu'il savait que Bastien était le seul assez intelligent pour comprendre le mécanisme et le seul assez désespéré pour oser l'utiliser contre la baronne. C'était une vengeance posthume, un dernier coup d'échec où les pions étaient des êtres humains. « Maître Morel, » a dit Bastien, s'avançant pour la première fois vers le cercle de lumière de la lampe, « qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour ceux qui sont dans les champs ?» Le notaire a regardé Bastien non plus comme un outil ou un fugitif, mais comme un homme dont les droits venaient d'être brutalement révélés. Il a soupiré, passant une main fatiguée sur son front. «
Si ces documents sont ce qu'ils semblent être, Bastien, la vente de la plantation est nulle. La baronne n'a aucun droit sur ce domaine, et selon ce décret caché, vous et vos familles êtes libres depuis près de 10 ans. Vous n'auriez jamais dû porter ces chaînes. La baronne a poussé un cri de rage animale. Elle s'est jetée sur Bastien, les ongles en avant, mais les gendarmes l'ont saisi avant qu'elle ne puisse le toucher. Ils lui ont passé les menottes, ces mêmes fers que Bastien portait quelques minutes auparavant. La roue avait fini de tourner. La maîtresse de Valmont était désormais une prisonnière, accusée de fraude, d'esclavage illégal et d'empoisonnement. Et pourtant, la victoire de Bastien avait un goût de cendre. Il regardait le bureau dévasté, les graines éparpillées comme des gouttes de sang sur le bois sombre. Il pensait à toutes ces années perdues, à ses parents morts dans les champs pour un titre de propriété qui n'existait pas. Il comprenait que la justice des hommes est parfois trop lente pour ceux qui souffrent, mais qu'elle finit toujours par peser son poids. « Emmenez-la », a ordonné Morel, « et scellez cette maison. Rien ne doit sortir d'ici avant l'arrivée du juge. » Alors que les gendarmes entraînaient la baronne vers la sortie, elle s'est retournée une dernière fois, fixant Bastien avec une haine pure. « Tu n'auras rien. Tu resteras un moins que rien sur une terre qui ne t'appartient pas. » Bastien n'a pas répondu. Il s'est contenté de ramasser une seule graine rouge sur le bureau. Il l'a serrée dans sa main. Ce n'était pas de l'or, non. C'était bien plus que cela. C'était la preuve que même le secret le plus sombre finit par craquer sous la pression de la vérité. S'inscrire à cette chaîne, c'est choisir de regarder l'histoire en face, sans les filtres de la noblesse. Abonnez-vous. Ici, on déterre ce que les puissants ont voulu cacher sous le velours. Et dites-moi, pensez-vous que le baron a agi par remords ou par pure vengeance contre sa femme, sachant qu'il condamnait aussi Bastien à un danger mortel? Mais alors que la baronne disparaissait dans la nuit sous escorte, Maître Morel a ouvert un dernier pli, un document qui se trouvait tout au fond du compartiment secret. Ses sourcils se sont froncés une fois de plus. Il a regardé Bastien avec une expression indéchiffrable. « Il y a encore une chose, Bastien, quelque chose que le baron n'avait confié à personne, pas même à son propre avocat. » Le silence qui s'est installé dans la bibliothèque après les paroles du notaire était plus lourd que le tonnerre qui continuait de gronder au dehors. Maître Morel tenait le dernier document avec une précaution presque religieuse. Ses doigts tremblaient légèrement. La baronne Éléonore, maintenue par les 2 gendarmes, avait cessé de hurler. Elle fixait le papier avec des yeux injectés de sang, comme si elle pouvait l'enflammer par la seule force de sa haine. Mais le papier restait là, blanc et impitoyable, portant les dernières volontés d'un homme qui, sachant sa fin proche, avait décidé de brûler sa propre légende pour ne pas laisser sa femme régner sur ses cendres. Repara Niceau. Il y a des moments où le masque tombe si brutalement que le visage en dessous semble étranger, même à ceux qui l'ont côtoyé pendant des années. La baronne n'était plus une noble dame. Elle n'était plus qu'une meurtrière prise au piège dans une pièce remplie de témoins. Le notaire Morel a pris une profonde inspiration, l'odeur de la poussière et du vieux papier montant dans ses narines, et a commencé à lire le contenu de ce pli final. « Moi, Henri de Valmont, conscient que ma vie s'éteint par la main de celle qui partage mon lit, je déclare ceci devant Dieu et devant la loi. » La voix de Morel était monocorde, mais chaque mot tombait comme un couperet. La plantation Valmont n'a jamais été mienne, et elle ne sera jamais sienne. J'ai volé cette terre, et j'ai volé la liberté de ceux qui l'ont travaillée. Pour racheter une fraction de mon crime, je lègue la gestion de la sucrerie et des terres attenantes à un fonds commun, dirigé par Bastien, mon collaborateur le plus fidèle, jusqu'à ce que les héritiers légitimes de la famille de Rochefort soient retrouvés et dédommagés. Un cri d'étouffement est sorti de la gorge de la baronne. Elle s'est effondrée sur ses genoux, les soies de sa robe traînant dans la boue que Bastien avait apportée de son cachot. « C'est un faux !» a-t-elle sifflé, mais sa voix manquait de conviction. Le document portait non seulement la signature du baron, mais aussi le contre-signe secret d'un magistrat de la capitale, envoyé des mois auparavant lors d'une visite discrète que la baronne avait prise pour une simple inspection commerciale. Bastien écoutait, son visage restant de marbre, mais ses mains se serraient sur le dossier d'une chaise en acajou. Il comprenait enfin l'ampleur du plan du baron. Ce n'était pas seulement une libération, c'était une restitution. Le vieil homme n'avait pas simplement rendu la liberté à ses esclaves. Il leur avait donné les moyens de ne plus jamais dépendre de la pitié d'un maître.
Il leur laissait l'outil de production, la sucrerie, le cœur battant du domaine. Il y a une clause supplémentaire, a ajouté Morel en tournant la page. Toute tentative de la part de mon épouse d'aliéner ses biens ou de nuire aux travailleurs susnommés entraînera la remise immédiate de mes rapports médicaux personnels au procureur royal, rapport prouvant l'administration lente et méthodique d'arsenic dans mon alimentation. À ces mots, le gendarme qui tenait le bras gauche de la baronne a resserré sa prise. L'aveu de meurtre était là, écrit noir sur blanc par la victime elle-même. La baronne a levé les yeux vers Bastien. Ce n'était plus de la haine, c'était une incompréhension totale. Elle ne pouvait pas concevoir qu'un homme comme le baron ait préféré tout donner à ses esclaves plutôt que de lui laisser un seul arpent de terre. Elle avait empoisonné son mari pour une fortune qui s'évaporait sous ses yeux, transformée en acte de propriété pour ceux qu'elle considérait comme du bétail. Si vous ne supportez pas ce genre de justice qui arrive tard mais qui frappe fort, abonnez-vous. Et dites-moi, cette preuve, le sac de graines, était-elle le prix de la liberté ou le poids d'une vengeance parfaite? Le commandeur, qui observait la scène depuis le couloir, a compris que son monde s'écroulait. Sans la protection de la baronne, il n'était plus qu'un homme de main dont les crimes allaient être exposés au grand jour. Il a fait demi-tour et s'est enfoncé dans l'obscurité du couloir, cherchant à s'enfuir avant que les gendarmes ne pensent à lui. Mais Céleste, la petite servante, n'avait pas l'intention de le laisser partir. Elle a alerté les autres hommes de la plantation qui s'étaient massés devant la demeure. Avant que le commandeur ne puisse atteindre les écuries, il a été encerclé par des dizaines de mains. Des mains calleuses qui ne tenaient plus de houle, mais une détermination froide. Il n'y aurait pas de lynchage, car Bastien avait appris au cours de ces années que la loi, quand elle est juste, est une arme plus puissante que la violence. Ils l'ont simplement ligoté et attendu que les gendarmes viennent le chercher. Dans la bibliothèque, Maître Morel a commencé à rassembler les papiers. Il a regardé Bastien avec une expression nouvelle, faite d'un respect teinté d'incertitude. « Bastien, techniquement, vous n'êtes plus un esclave depuis le moment où ce document a été signé, il y a 2 ans. Tout ce qui s'est passé depuis les coups, le cachot, le travail forcé, tout cela se rapportait au dossier d'accusation contre Madame de Valmont. » Bastien a ramassé le sac de graines rouges sur le bureau. Il en a sorti une et l'a regardée de près. Cette petite graine d'Abruce, si belle et si mortelle. La baronne l'avait forcé à en manger une pour l'humilier. Elle avait cru que c'était une moquerie du baron. Elle n'avait pas compris que le poids de ces graines était la seule chose honnête dans cette maison de mensonges. « Maître Morel, a dit Bastien d'une voix posée, ce n'est pas de la terre qu'il fallait pour ces graines, madame, c'était une balance honnête. » Il a jeté le sac de graines sur la table de velours vert juste devant la baronne. Les petites perles rouges ont roulé, certaines tombant sur le sol avec un bruit sec. La baronne a regardé les graines avec horreur, comme si elles étaient les yeux de son mari défunt qui la fixaient. Elle a réalisé que Bastien n'avait jamais croqué la graine qu'elle l'avait forcé à avaler. Il l'avait gardée intacte, comme il avait gardé intact son espoir. Les gendarmes ont commencé à traîner Éléonore vers la sortie. Elle ne luttait plus. Elle marchait comme une automate, ses talons claquant sur le bois, avec un son creux. Alors qu'elle passait devant Bastien, celui-ci ne s'est pas écarté. Il est resté droit, les bras croisés, le regard fixe. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, seulement la paix de celui qui a enfin terminé une tâche épuisante. « Emmenez-la au cachot de la sucrerie », a ordonné le brigadier, en attendant son transfert à la prison de la ville demain matin. C'était une ironie finale que personne n'a manqué de remarquer. La baronne allait passer sa première nuit de prisonnière dans la cellule même où elle avait fait jeter Bastien quelques heures auparavant. L'humidité, le salpêtre et l'odeur de la peur allaient être ses seuls compagnons jusqu'à l'aube. L'orage commençait enfin à se calmer. Les éclairs se faisaient plus rares et la pluie s'était transformée en une bruine légère qui lavait la poussière et le sang de la cour. Bastien est sorti sur la véranda. Il a vu les lumières des lanternes dans les cases. Il a vu Céleste qui l'attendait en bas des marches, entourée des autres familles. Il ne savait pas encore tout, mais il savait que quelque chose d'immense venait de se produire. Bastien a levé la main, non pas pour donner un ordre, mais pour faire un signe de reconnaissance. Il a respiré l'air frais de la nuit, une sensation qu'il n'avait jamais vraiment savourée auparavant. La liberté n'était pas un mot sur un papier, c'était cette capacité de remplir ses poumons sans demander la permission. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur une plantation Valmont méconnaissable.
Le sceau royal avait été posé sur les portes de la grande demeure. Maître Morel travaillait déjà avec Bastien pour organiser la transition. Les dettes de la baronne allaient être épongées par la saisie de ses bijoux et de ses biens personnels à Paris. Mais la terre, elle, restait entre les mains de ceux qui la connaissèrent le mieux. Le procès d'Éléonore de Valmont a fait grand bruit dans toutes les Antilles. Elle a été reconnue coupable d'empoisonnement, de falsification de documents officiels et de séquestration illégale. Elle a été condamnée aux travaux forcés à perpétuité dans une colonie pénitentiaire lointaine, perdant son nom, ses titres et sa liberté. Elle, qui méprisait tant ceux qui travaillaient la terre, allait finir ses jours à casser des cailloux sous un soleil implacable, sans personne pour lui tenir son ombrelle de dentelle. Bastien, lui, est devenu le pilier de la nouvelle communauté. Il n'a jamais cherché à devenir un nouveau maître. Il a géré la sucrerie comme une coopérative, s'assurant que chaque famille reçoive sa part honnête de la récolte. Il a fait construire une école sur les terres du domaine pour que plus jamais un acte de propriété ou un décret de liberté ne puisse être caché, parce que personne ne savait le lire. La vérité ne peut pas être enterrée indéfiniment. Le baron savait que la cupidité de sa femme l'amènerait à sa perte. Il lui a juste laissé l'outil pour qu'elle creuse son propre trou. Il avait utilisé les graines d'abrus, symbole de mort, pour peser le prix d'une vie nouvelle. Il avait compris que pour que la justice triomphe, il fallait parfois que le mal se détruise lui-même par son propre excès. S'inscrire à cette chaîne, c'est refuser l'oubli. Abonnez-vous. Ici, on va chercher ce que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que Bastien a vraiment pardonné au baron, ou est-ce qu'il a simplement utilisé les restes d'un homme corrompu pour construire un monde plus juste? La plantation Valmont a fini par changer de nom. On l'appelle désormais la Balance, non pas à cause du mécanisme du bureau, mais parce que c'est là que, pour la première fois dans cette région, le poids d'un homme ne s'est plus mesuré à sa couleur, mais à sa parole et à son travail. Bastien a gardé une seule graine rouge dans une petite boîte en bois sur son bureau. Non pas pour se souvenir de sa souffrance, mais pour ne jamais oublier que la justice, tout comme cette graine, est petite, dure, et qu'elle peut abattre les plus puissants si on sait comment l'utiliser. La vérité finit toujours par peser plus lourd que le mensonge. Il suffit d'avoir la patience d'attendre que la balance s'équilibre.